Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présentée par Kevin. Et bonjour, bonsoir à tous. Bonsoir dans le chat, bienvenue pour ce nouveau Saint-Étienne Club en ce lundi 4 septembre 2023, jour de rentrée des classes pour beaucoup, mais jour où les Stéphanois, en tout cas l'AS Saint-Étienne et les joueurs qui la composent, eux, sont toujours en vacances et ont décidé de ne pas honorer leur rentrée scolaire qui avait lieu il y a quelques semaines. Ils sont toujours de vacances, ils font du rab, mais rassurez-vous, dans l'équipe du Saint-Étienne Club, nous, on est bien revenus de vacances. Certes, les matchs nous mettent tous un coup de bambou l'un après l'autre. On n'est pas sûr de tenir jusqu'à la fin de la saison à ce rythme-là, mais on a avec nous trois, en comptant l'homme du chat, qui sont eux en pleine patate, qui n'ont pas subi du tout de contre-coup de ce week-end. Vraiment, ils m'ont dit, nous on s'est régalé, on va vous sortir du positif, on va prendre tout le monde à contre-pied. C'est Pierre, comment ça va Pierre ? Je sais que tu as kiffé ce match. Bah écoute, salut à tous, tout va bien, je vais aussi bien que l'attaque de l'AS Saint-Étienne, je suis en pleine forme. Ouais, ça va, comme je l'ai dit, tu t'as vraiment aimé, toi t'étais en pleine forme. Ouais, j'ai kiffé, mais on va développer, fais-toi pas de soucis. Ouais, ça va être vraiment dur. Je compte sur vous dans le chat pour trouver des points négatifs, parce que nous, là, on parlait un peu en off avant l'émission, ça va vraiment être difficile de trouver des points négatifs, tellement on a trouvé ça incroyable. En tout point, on a au chat, oui, vous l'avez vu, c'est comme Karl, avec un petit peu moins de cheveux, mais avec beaucoup plus de talent. C'est Hugo, comment ça va Hugo ? Évidemment, ça va bien, merci Kevin, et toi ? Bah écoute, pleine forme moi. Top. Bah, bien content d'être de retour pour ma première pour cette nouvelle saison du SNC. Moins content en revanche du début de saison des Verts, mais bon, on fait avec. Hein. Mais rassure-toi Hugo, toi, c'est que ton premier débrief. Moi c'est déjà mon troisième, ressenti 25. On a l'impression que depuis qu'on est descendu, c'est la même saison qui ne finit pas. On ne revoit jamais le bout. Donc c'est assez terrible. Et je vais finir par quelqu'un qui fait sa rentrée des classes, si je ne me trompe pas aussi. C'est ta première de l'année, Martin. Mais tu voulais, je vais te laisser dire bonjour à tout le monde. Et tu voulais aussi nous parler d'un petit truc qui te tenait à cœur. Ouais, salut à tous. Je voulais quand même parler de la disparition de Salif Keita qui... Alors, je vais pas dire pour moi, parce que moi, je l'ai jamais vu jouer, évidemment, mais pour tous ceux qui m'ont transmis l'amour des Verts, était le plus grand joueur de Saint-Étienne, en tout cas en termes de talent. C'était un talent fou, avec des histoires un peu folles. Et Salif Keita, c'est pour les gens de ma génération, c'est beaucoup de légendes, c'est beaucoup d'histoires. C'est des histoires qu'on raconte au stade, c'est des histoires qu'on raconte dans les salons entre le papa et le fiston, qui nous racontait ça avec des étoiles plein les yeux. Et voilà, je pense que c'est une figure majeure de la transmission chez les supporters des Verts, même si nous on l'a jamais vu jouer. Mais voilà, sa disparition, ça m'a fait quelque chose parce que c'est un bout de ce club qui s'en va quand même. Et donc voilà, je voulais non pas lui rendre hommage, mais en tout cas qu'on évoque un peu sa mémoire, parce que Salif Keita, c'était quand même dans l'histoire de la Saint-Étienne, c'est quand même quelque chose, quoi. Ouais, t'as raison, même si on ne l'a pas vu jouer, on en a tous entendu parler par nos anciens, ceux qui nous ont transmis le virus de la Saint-Étienne, et on nul doute que malgré sa disparition, il fera partie de ces noms qui traverseront les âges des supporters de la SS et des travées de Geoffroy Guichard. C'est sûr, c'est certain, avec Michael Nadé sans doute, mais ouais. Enfin ça, c'est peut-être le futur qui nous le dira, mais je mettrais peut-être pas une aussi grosse pièce que sur Salif. Moi non plus. Voilà. Pas sûr qu'il y ait un terrain Michael Nadé dans quelques années à l'étrain, je suis pas certain. Non, mais déjà s'il a son siège avec sa place d'abonnement, ça sera déjà bien. Allez, on va quand même essayer de parler de ce match. Active Saint-Étienne Night Club, le débrief. Allez, il va falloir prendre, messieurs, je sais, j'ai un peu blagué en disant qu'on allait trouver beaucoup de positifs, vous vous doutez bien. Messieurs dames, que sur ce match, on va pas avoir tant de positifs que ça à dire, il va falloir prendre un peu de hauteur, un peu de légèreté, parce que si on s'arrêtait aux faits et qu'on prenait tout au pied de la lettre, on serait déjà en dépression. Martin, t'as vu le match ?
Oui, ouais, malheureusement. J'ai J'ai vu perdu 90 minutes. Mais en fait, si on est tout à fait honnête, c'est sur la lancée un peu de ce qui s'est passé. Moi, j'étais à Geoffroy Guichard pour la victoire face à Quevilly. Et en fait, si tu mets ces 180 minutes bout à bout, donc quand même à chaque fois jouer devant 25 000 personnes dans une super ambiance, tu te rends compte qu'il y a eu une occasion de but et demi, parce que les deux pénaux qu'on inscrit face à Quevilly, j'ai pas l'impression que ce soit des occasions de but. Enfin, c'est même pas vraiment des occasions de but. Donc en fait, tu as une occasion et demie dans le jeu en 180 minutes. Et voilà, moi je retiens ça du début de saison des Verts, c'est-à-dire que on est dans un espèce de magma comme ça, infâme, où bah, il n'y a rien, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de personnalité. Que les joueurs, ils sont là, ils subissent les événements, ils ont peur, ils regardent leurs chaussettes. Il n'y a pas d'alchimie, il y a... Ouais, il y a rien, quoi. Donc en fait, plus que de la résignation, bah, moi je trouve ça surtout hyper triste, en fait. Ouais. Hyper triste. Parce que tu as un Geoffroy Guichard qui est vraiment à la hauteur à chaque fois. Mm. Tu joues contre des équipes qui, a priori, devraient jouer le bas du classement, et puis t'as rien, t'as vraiment rien. Et je sais pas si c'est inquiétant, tout ça, voilà, c'est le début de saison, mais en tout cas c'est triste, c'est d'une tristesse sans nom, quoi. Ouais, c'est abyssal comme truc. Et comme tu as raison, je pense qu'au-delà du fait que puis c'est déjà arrivé dans l'histoire très récente surtout, de rater beaucoup de choses. Mais là, c'est que c'est vide. C'est le vide total. Pierre, t'es d'accord avec ça? C'est vraiment le néant, comme l'a dit Martin. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ce sont des matchs, effectivement, le parallèle est bon avec le match précédent contre Queville. Ce sont des matchs où on se crée rien, on se crée rien, on joue avec la peur au ventre, il y a un gros problème physique, on a essayé de jouer pendant 20 minutes sans que ce soit flamboyant, mais après, voilà, on sent que c'est tellement fragile, ça flanche. Donc, ouais, le mot tristesse, c'est vraiment ça. Et encore, on joue pas Caen, on joue pas Bordeaux, on joue vraiment. Faut vraiment qu'on se dise que là, nos 5 premiers matchs, on jouait contre des équipes qui finiront deuxième partie de tableau. Donc, effectivement, va falloir réagir. Mais ouais, c'était vraiment, vraiment dans la continuité des matchs précédents. Ce match samedi, il n'y avait pas grand-chose de positif. Ouais, comme depuis le début de la saison, je vois que le chat s'anime. Hugo, est-ce que l'avis général est le même pour tout le monde? Ouais, bah tout à fait pareil, hein. Piazza parle d'une véritable purge. Il y a Jus qui en a profité pour faire la sieste. Il compare ce match à une étape de Tour de France. Céline dit qu'on n'arrive pas à faire 3 passes, qu'on joue au ralenti, le coach il est désastreux et ça fait peur. El Cato dit que c'est le néant. Et David retient juste que l'Arseneur a permis au Vert quand même de gratter un point, mais rien de plus. Ouais, ouais, on va essayer de se rattacher à ça, mais c'est vrai que c'est difficile. Et surtout, comme tu l'as dit, Martin, je pense que c'est surtout dans le jeu. Est-ce que je m'amuserais à vous demander si vous aussi, les gars, vous avez eu quelque chose de positif quand même à retirer de ce match? Pierre, t'as la main, vas-y. Ouais, 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 il y a quand même eu quelques prestations individuelles positives. Je pense notamment à Maxence Rivera, qui a fait un match correct. Il a été un petit peu au-dessus des autres, on va dire, sans que ce soit flamboyant. Mais si je devais retenir quelque chose de positif, c'est le clean sheet. C'est le fait que l'Arseneur ait sorti le penalty et qu'on ait enfin fini un match sans encaisser de but. Donc il faut aussi le dire, c'est quelque chose de positif. Mais malheureusement, pour une fois qu'on fait un clean sheet, on n'a pas marqué, donc on n'a pris qu'un point. Ouais, Martin, t'es d'accord avec ça? C'est Rivera et l'Arsenal Ouais, les seuls éclaircis? ouais, moi pour parler d'autre chose, vraiment pour trouver quelque chose, moi j'ai toujours bien aimé Diarra à Lorient. Je trouvais qu'il apportait de l'explosivité, de l'insécurité pour l'adversaire, qu'il Mhm. avait vraiment ce truc-là de... Et j'ai trouvé que... Voilà, alors c'est pas... En même temps, il vient d'arriver le mec, donc... Mais je pense... Voilà, on a vu deux, trois petites choses, et je pense que lui peut vraiment nous apporter quelque chose. Donc, Tu moi, sais je ce qui me vote... fait peur? Excuse-moi, je te coupe, mais ce qui me Vas-y, fait vas-y. peur, c'est que j'ai peur qu'il soit baladé et Batles l'a dit ouvertement, hein. Effectivement, sur les premiers matchs, on voit qu'il a un petit truc,
comme tu dis, mais j'ai peur qu'il soit baladé derrière l'attaquant, à gauche, à droite, ailier, piston, on ne sait pas trop, et j'ai peur qu'à la fin il le perde. Je veux pas me. J'espère me tromper, mais moi, ce mec, je le mettrai à droite et terminé à son poste. Mais je pense qu'il va jouer de partout. Ça va être le couteau suisse un peu à la Bamba. Et j'espère qu'il va pas le griller comme ça. Ouais, mais au fond, à droite, si tu le mets à droite, ça veut dire qu'il est piston. Oui, c'est Et, ça. Mais et c'est, c'est notre système qui veut ça, effectivement. ouais, c'est ça. C'est Mais particulier. eh oui, mais de toute façon, on est dans un système, ça c'est une autre discussion, mais on est dans un système où le plus important dans ce système-là, ce sont les pistons, et on n'a pas de pistons. Enfin, je veux dire, on l'avait avec Nkunku, qui était pour le coup un excellent piston, mais on n'a pas les joueurs qui peuvent animer ce système-là. Donc Tout à de toute fait. façon, le début du problème, il est là, hein. Et puis, Bentaïg, il se blesse demain, tu mets qui? Ça se passe comment? Enfin. Voilà, il y a, ça c'est dans la construction de l'effectif, il y a un vrai souci de ce côté-là. Mais effectivement, Diarra, où il est le meilleur, c'est dans un 4-4-2 ou dans un 4-3-3 et il y est droit. Mais le problème, c'est qu'on joue ni en 4-4-2 ni en 4-3-3. Et tu parles de Bentaïg, t'as aimé, par exemple dans le chat aussi, les deux petits nouveaux, Tardieu et Ou- Bentaïg, est-ce que vous avez apprécié ou pas? Moi, Bentaïg, j'ai trouvé que, en tout cas, il y avait il y avait beaucoup d'appels, il y avait de la générosité. Alors, c'était très brouillon, il a fait beaucoup de fautes notamment, hein, beaucoup, Ouais. beaucoup de fautes. Mais en tout cas, t'as l'impression d'avoir quand même un mec qui connaît ce poste-là, de piston. C'est encore brouillon, mais moi je demande à revoir. Franchement, je demande à revoir. Ouais. Et tu passes de Nkunku, enfin Nkunku est irremplaçable pour moi sur les 6 derniers mois qu'il a fait, donc ça va être dur, faudra pas le comparer à lui. Mais en tout cas, ouais, revoir, à revoir. Pierre, tu voulais D'accord. intervenir? Vas-y. Bentaïg, moi j'ai trouvé qu'il avait fait. Faut pas oublier qu'il est en France depuis une semaine. Bien sûr. Euh, et pour une première, alors c'était pas flamboyant encore une fois, mais je pense qu'il y a eu plus de positifs que de négatifs. Hmm. Sans oublier il est rapide et ça c'est important. C'est un joueur qui est rapide. Euh, Offensivement, il se crée quand même deux situations. La tête à la fin, bon, qui loupe. Elle est peut-être pas facile à reprendre, mais voilà. Et puis il y a un retourné qui est contré par Sissoko. Donc je dirais plutôt positif pour une première et j'enchaîne sur Tardieu. Tardieu, j'étais étonné qu'il fasse les 90 minutes parce que voilà, il avait pas joué enfin il avait joué 10 minutes le week-end précédent avec 3, mais sinon il n'avait pas joué depuis janvier ou février si je ne dis pas de bêtises. Donc pareil pour une première, j'ai trouvé que bah, il manquait un peu de rythme forcément d'un certain temps. Mais globalement, je pense que c'est un mec qui va faire beaucoup de bien à notre milieu de terrain et qui sera bientôt s'il se blesse pas, qui sera bientôt la plaque tournante. Et je pense moi j'ai confiance en ce joueur. Je pense que ça va le faire. Ouais, c'est lui qui doit nous. En fait, c'est lui qui, dans l'esprit, doit un peu remplacer Crasso, parce que c'est Crasso qui faisait jouer l'équipe l'an dernier. Il était à la conclusion beaucoup, mais il faut pas oublier que c'est lui qui, c'était le chef d'orchestre. Et effectivement, moi je compte sur Tardieu pour faire jouer cette équipe-là. Après, moi je trouve qu'avec Bouchoirie, Tardieu, Chambaud, on a quand même des profils créateurs au milieu de terrain. Hmm. Et moi j'aimerais des profils de joueurs qui protègent un peu plus la défense. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais Tardieu, je pense que aussi, ouais, c'est un mec qui va faire du bien, ouais. Qu'est-ce que ça dit dans le Dans, chat dans notre... après, attends Pierre, je vais juste demander peut-être Vas-y. l'avis du chat pour voir si on peut rebondir dessus. Hugo, qu'est-ce que le chat pense des deux Ouais, recrues? bah, le chat globalement d'accord avec les chroniqueurs, hein. Tala dit que les frères de Tardieu et de Benteng sont intéressantes. Zaka dit par contre que Tardieu n'a rien apporté. Laïla dit que la première mi-temps de Tardieu était assez sympa, mais que son jeu est trop stéréotypé. Bentaïg est pas mal. El Cato dit que les deux recrues sont bof. Nico, lui, n'a pas du tout aimé Bentaïg, mais il attend d'en voir plus. Il a peur que techniquement, il soit assez limité. Hmm. Pour Tardieu, il dit qu'il n'a pas fait une grosse prestation, mais qu'il jouait juste. Ok, j'ai une petite question pour toi Pierre, tu vas dire ce que tu voulais nous dire, et puis après je vais avoir une petite question sur laquelle tu vas pouvoir rebondir sûrement. Martin vient de dire qu'on avait quand même pas mal de milieux créateurs, et pourtant, depuis le début de l'émission, je vois dans le chat, et même vous avez dit qu'on manquait énormément de créativité. C'est pas un peu paradoxal tout ça?
Ouais, mais après, Ah, c'est des mecs qui viennent d'arriver déjà. Tardieu, Diarra, c'est des mecs qui viennent d'arriver. Et après, je pense qu'il y a un problème aussi Enfin, pour l'instant, Sissoko, il n'a pas trouvé sa place dans cette équipe-là. Alors, il a marqué 3 pénaux, ok, mais on voit bien que les appels, c'est à contre-temps, qu'il est souvent hors jeu. On a l'impression d'une équipe qui ne se connaît absolument pas. Et moi, je veux pas les condamner pour ça. Ils viennent tous d'arriver. Enfin, je veux dire, quand tu regardes le 11 de départ, Bentaïk, Diarra, Tardieu, Sissoko, ils n'étaient pas là. Ils étaient pas là il y a un mois, quoi. Donc voilà. Et oui, tu sens quand même. Alors, plus que la créativité, moi, je dirais que surtout, ça manquait de caractère, ça manquait d'envie. Au-delà de la créativité, une équipe amorphe, vraiment amorphe, qui subissait le jeu. Je veux dire, la créativité, à la limite, ça vient après. C'est-à-dire que la base, c'est déjà l'engagement. La base dans le foot, en 1, c'est l'engagement. Après, la surtout en créativité. Ligue 2. Surtout en Surtout Ligue en Ligue 2. 2, tout à Ouais, fait, surtout en c'est Ligue clair. 2, t'as raison. Et ça, on l'a pas. Et on l'avait pas ce week-end, on n'avait pas le week-end d'avant, on n'avait pas celui d'avant. Ça, c'est plus inquiétant que la créativité. Mm. Parce que la créativité, ça viendra peut-être au fil des... voilà, quand ces mecs se seront intégrés, et voilà. Mais, mais normalement, le combat, l'envie, voilà, t'as pas besoin de t'acclimater. Voilà, t'as Geoffroy Guichard, t'es devant 25 000 personnes, tu joues Valenciennes, ton équipe, elle est fin début de saison un peu pourrie. C'est à ce moment-là qu'il faut que tu montres. Et ça, il n'y a pas depuis quelques semaines. Et c'est ça qui est plus inquiétant pour moi. Pierre, tu es d'accord? Sûr, bien sûr. La Ligue 2, combien il y a d'équipes qui font du jeu, qui créent du jeu en Ligue 2, qui... Voilà, c'est le premier critère en Ligue 2 pour performer, c'est il faut être là dans les duels, il faut foncer, il faut rien lâcher, il faut se défoncer pendant 90 minutes. Donc là, déjà, on a un problème, on a l'impression que nos mecs chez nous, ils sont cramés au bout de 25 minutes. Donc ça, c'est le premier problème. Voilà, donc il faut... Je ne sais pas comment régler ce problème. Là, il va y avoir 15 jours de trêve internationale. Mais je suis d'accord avec Martin. Avant de parler de créativité, il faut se mettre au niveau des autres équipes, au niveau de l'engagement. Et là, on pourra les regarder droit dans les yeux. Mais pour l'instant, bah, bon, Valenciennes, c'était pas formidable en face. Mais je suis désolé, je veux pas faire insulte à cette équipe. Mais si on veut faire quelque chose dans ce championnat, ce match, on doit le plier 2-0. Bien sûr. Et ce qui me dérange, c'est que euh, début juin, on a joué Valenciennes. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était le dernier match du championnat. Ouais. On gagne 2-0 sans faire un match formidable, mais on fait un match costaud, qu'on maîtrise, alors que Valenciennes devait se sauver. Depuis, il y a eu 3 mois. Tout est parti un peu en live. Et on se retrouve 3 mois plus tard. Bah, si on fait le comparatif entre les deux matchs, on voit la perte de temps et les choses qu'on a mal faites. Et c'est criant et c'est dommage parce qu'on avait un boulevard pour bien préparer cette saison, pour bien remplacer nos deux joueurs, Nkunku et Crasso. Et force est de constater bah, qu'après 5 journées de championnat, on n'y est pas du tout. Ouais, c'est assez triste. Et il y a eu sur les réseaux, et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ça, un coupable tout désigné. Vous savez très bien vers qui je vais m'orienter. Patresse, Bah ouais, c'est celui-là qui a reçu toutes les foudres, en grande partie. Alors l'équipe a pris pour son grade aussi, mais le chef d'orchestre et celui-là qui en a pris le plus, c'est Batles. Est-ce que pour vous, c'est une déception ou est-ce que vous vous y attendiez? Est-ce que ce gars-là, il est où le problème avec Batles, quoi? Qu'est-ce que c'est pas un meneur d'hommes? Qu'est-ce qui se passe? Pierre, Moi, je pense que. Martin, un peu Ouais, réponse. vas-y. Non, vas-y, Pierre, vas-y. je pense que moi, en fait, je tiens à préciser, j'aime bien l'homme, hein, Batles, c'est vraiment un mec bien, mais voilà, une fois qu'on a dit ça, on va quand même le juger. Ça fait 1 an qu'il est au club. Il a eu une première partie de saison compliquée l'an dernier, la deuxième c'était mieux. Mais là, on voit que ça fait quand même plusieurs matchs que c'est de la bouillie, et on voit aucun progrès, qu'il n'y a aucune ligne directrice. Je vous invite à voir nos 5 premières compositions depuis le début du championnat. Ça a ni queue ni tête, ça ressemble à rien, il y a pas de continuité. Et pour moi, son schéma tactique, bon, c'est une question, on en reparlera toutes les semaines, mais son schéma tactique, il est non maîtrisé, il met l'équipe en difficulté.
Et moi, je serais lui, je sais qu'il le fera pas, mais je reviendrai à des basiques. Voilà, c'est dur à analyser. Est-ce qu'un entraîneur ferait mieux? Je sais pas, mais pour moi, je pense que Batles a forcément sa part de responsabilité dans les résultats, dans les mauvais résultats depuis le début de l'année. Martin, tout pareil? Ouais, je suis assez d'accord. Pour moi, Batles, par exemple, quand il monte avec 3, alors à l'échelle de la Ligue 2, mais c'est de la haute couture. C'est-à-dire que ça virevolte, tout va bien. Quand c'est maîtrisé, c'est canon, c'est efficace. Euh, L'équipe encaissait beaucoup de buts, mais en mettait beaucoup. C'était du spectacle, c'était très bien, c'était parfait. Là, j'ai l'impression que la haute couture, c'est pas trop ce qu'il faut à Saint-Etienne, c'est plus le bleu de chauffe. Hmm. Et c'est ce qui. Je me demande si c'est l'entraîneur qu'il faut dans ces circonstances-là. La deuxième partie de la saison dernière a prouvé que voilà, il arrivait à faire tourner un collectif et parce que les pièces du puzzle s'étaient mises en place. Mais oui, là, ça fait un an. Pour l'instant, l'addition, enfin voilà, ça va pas, ça ne fonctionne pas. Ça fait un an, ça a très mal démarré l'an dernier, c'était un peu mieux. Là, de nouveau, ça démarre très mal. Donc le constat est que pour le moment, c'est un échec, Batles. Euh, Moi, ce que je lui reproche avant tout, c'est mon mantra là depuis le début de l'émission, mais la personnalité, le caractère, ça c'est l'entraîneur qui doit insuffler ça. Hmm. Alors les joueurs ont évidemment leur part de responsabilité, c'est-à-dire que c'est eux qui regardent leurs chaussettes, c'est eux qui ont l'air de paniquer dès lors qu'ils rentrent sur la pelouse. Euh, mais bon, le climat est un peu plus serein entre guillemets, c'est-à-dire que Geoffroy Guichard de nouveau se remplit. Geoffroy Guichard supporte, du moins au début de match, son équipe. Et donc là, il y a quelque chose à trouver chez ces joueurs-là, je sais pas, des ressorts à activer. Et j'ai l'impression qu'il n'y arrive pas. Enfin, en tout cas, depuis le début de saison, c'est clair qu'il n'y arrive pas. C'est une équipe amorphe. Et pour moi, oui, c'en est le principal responsable. Je dis pas qu'il faut lui couper la tête, qu'il faut le dégager, etc. Mais en tout cas, il va falloir que vite l'alchimie arrive parce qu'on ne pourra pas faire comme l'an dernier et attendre le mois de février pour que ça fonctionne. Parce que là, l'objectif, c'est non plus de soigner la saison d'avant ou de sauver les Miches en Ligue 2. Là, l'objectif qui était clair, c'était de monter en Ligue 1. On ne peut pas se permettre Et de j'ai perdre. j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu penses que c'est un problème de système? Alors, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai quand même l'impression qu'on n'a pas les hommes faits pour ce système-là. Et notamment au niveau des pistons. Alors, Bentayg, Rivera, je peux pas considérer que ce soit une solution à long terme. Alors, ce sera sans doute Cafaro. Mais même Cafaro défensivement, moi je trouve qu'on. Mais c'est ce qui est normal, puisque à la base c'est un offensif, Cafaro. Bien sûr. C'est du bricolage en fait. C'est du bricolage. C'est-à-dire qu'à droite, il n'y a personne. Si c'est Apia, ça va pas non plus, parce qu'offensivement, voilà. On avait un mec qui avait effectivement le profil pour assumer à la fois l'offensive et le défensif, c'était Nkunku, il est parti. Bentaïk, je sais pas, je vais pas le juger sur 90 minutes. Et le fait est que, allez, admettons même que Bentaïk ce soit une révélation qui soit très bon. Bah, t'en as un pour quatre en fait, parce qu'il en faudrait quatre des bons pistons. Bah, si tu joues la montée, voilà, il te faut deux titulaires indiscutables et deux remplaçants qui font la maille. Pour l'instant, pour l'instant, on a une énigme Bentaïk et les zones, ça ne va pas. Ça me rappelle l'équipe de France qui essayait de ce système-là avec Coman et que ça fonctionnait pas. À un moment, Deschamps, il a dit bon bah ok, on arrête, on fait la Coupe du Monde avec autre chose. Voilà, à un moment, est-ce qu'il faut s'obstiner là-dedans? Le problème, c'est que si tu changes de système, bah, tu changes de coach parce que Batles, il va mourir avec ses idées, quoi. Donc voilà. Ok, c'est intéressant, les gars. Votre avis est intéressant. Moi, j'ai tendance à dire que Batles est un très bon capitaine de croisière, mais, mais que quand le navire commence à Oui, tanguer c'est un ça. peu, C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire quand tout fonctionne, je pense que c'est vraiment le coach qu'il faut. Mais il lui faut les joueurs qu'il veut, dans le système qu'il veut, et voilà, et là ça fonctionne. Et on force est de constater que pour le moment, c'est pas le cas, quoi. eh oui, vogue la galère, mais la galère, on y est jusqu'au cou. Hugo, le chat, avant qu'on finisse sur ce triste match contre Valenciennes. Ouais, bah le chat pense plutôt que Batles est le problème, hein. Elkato dit que c'est pas l'entraîneur qu'il faut à la SSE. Yalekabé dit que c'est le problème, que l'effectif est de qualité et qu'il ne sait pas s'adapter. Il y a Zaka qui dit que oui, Batles c'est le problème et aussi le jeu produit.
Don Topu dit que Batles n'y arrive pas depuis 2 ans et que l'année dernière, il a seulement réussi grâce à Crasso et Nkunku. C'est possible, il a peut-être été sauvé par deux joueurs qui surnageaient. C'est pas impossible. Messieurs, est-ce que vous avez une dernière chose à dire sur ce match avant qu'on accueille Clem et ses infos mercato? Pour moi, ça suffit. Voilà, On en a je déjà trop dit. pense qu'on a fourni plus d'efforts que les joueurs. Si, moi j'aimerais Vas-y, Pierre. simplement dire que je pense qu'il y a un élément important qui nous pénalise pas mal, c'est qu'on a Wadji qui est pas là depuis quelques temps. C'est T'as possible. raison. Voir, Raison. voir Cafaro, même si Cafaro pour moi c'est un petit peu un intermittent. Oui. Donc je pense que quand ces deux, mais on n'a rien de mieux, on n'a rien de mieux. Donc quand ces deux mecs vont revenir, et j'espère qu'ils seront là pour le prochain match à Caen, déjà je pense qu'offensivement ça doit changer pas mal de choses. Je pense que si on les a samedi, si on les avait eu samedi, pardon, Wadji et Cafaro, bon on va pas faire du foot fiction, mais je pense qu'on aurait peut-être eu les 3 points. Donc pour moi c'est un paramètre important et voilà, j'espère qu'ils vont nous faire du bien. Et t'as raison parce que depuis que Wadji est plus là, de souvenir, je crois que le premier match qu'il rate, c'est Quevilly. T'as plus de profondeur et t'as plus une occasion. C'est clair. Wadji il gâche beaucoup, mais il a une générosité qui manque beaucoup. Une générosité, Ah ouais, il fait un nombre d'appels. C'est pas le match de Charbonnier qui va te réconforter, hein, ça c'est clair. Ah non, c'est sûr. Et même Sissoko, le profil de Wadji, il est capital, je pense, dans cette équipe-là. Et t'as tout à fait raison de souligner que son absence, elle est hyper préjudiciable. Voilà. Eh ben, on ne dira pas mieux, je pense. On va attendre. Wait and see. L'avenir nous dira si vous aviez raison, messieurs. Et on accueille notre spécialiste mercato qui vient nous clôturer ce mercato estival de 2023. Comment ça va, Clem? Salut les gars, salut à tous. Bah écoute, ça va. On est fait à la dernière pour moi avant le prochain mercato. Donc on va faire un bilan global, arrivée, départ, ce qui s'est fait, ce qui ne s'est pas fait. Et puis les chroniqueurs et le chat vont pouvoir réagir. Ouais, tous les petits bruits de couloir, tout ce que vous avez entendu, qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui n'était pas vrai, c'est maintenant. Exactement. Donc on va commencer par les départs déjà. Donc les départs qui ont été officiels tout d'abord. Donc le plus important, je pense, et tout le monde sera d'accord là-dessus, quasiment, c'est celui de Jean-Philippe Crasso qui est intervenu dès le début de l'été. Le club lui a fait plusieurs offres de prolongation. Cependant, ils ont un peu tardé à augmenter les montants. La dernière offre a été soumise en fin de saison. Elle était, selon nos informations, de 50 000 euros brut mensuel. On parle d'un contrat de 3 ans. 80 000 euros s'il montait en Ligue 1 et 1 million à la signature. Donc ça, c'est la dernière offre qui a été soumise aux joueurs. Il me semble que les montants n'étaient pas sortis. En tout cas, c'est bien cela. Et c'est une offre du coup qui a été refusée par Crasso puisqu'il a préféré signer à l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc voilà, une perte déjà importante pour la SSE dès le début du mercato. Après, on a eu plein de départs durant tout ce mercato. On a eu Nabil Ouenas, Noah Raver, Abdoulaye Koulibaly, Edmilson Correa, Baptiste Gabbard, Anas Namri, Darnell Billet, Lucas Kaloda qui étaient en fin de contrat et qui ont chacun rejoint un nouveau projet. Matteo Pavlovic et Kader Bamba qui ont vu leur prêt se terminer. Jimmy Giraudon, Lenny Pintor et Ivan Neyou qui ont été libérés. Ivan Masson, Louis Mouton, Mathis Saban et Yanis Léry qui ont été prêtés, les 3 derniers sans OA, sans option d'achat. Madi Camara, lui, a vu son option d'achat être levée par Brest. C'est une option d'achat obligatoire en cas de maintien. Saïd Ousso a été vendu à Strasbourg contre 3,5 millions d'euros et Nils Nkunku a été vendu à Francfort dans les derniers instants du mercato pour 10,5 millions d'euros. Et on peut ajouter, c'est une info qui est tombée aujourd'hui, que Abdoulaye Bakayoko devrait signer au Qatar. Donc voilà, beaucoup de départs durant ce mercato, dont les plus importants, je pense, ceux de Nkunku, So et Crasso. Donc voilà. Et également, au niveau de la cellule de recrutement, alors donc du coup, on change un peu de sujet, mais on a eu un départ aussi qui a fait beaucoup de mal, c'est celui de Luis de Souza, qui est intervenu en début de mercato. Il s'est engagé en faveur de Pau, où il a là-bas beaucoup plus de pouvoir et de liberté. C'est quelqu'un qui prenait de plus en plus d'importance dans la cellule de recrutement avant son départ, qui gérait beaucoup de choses. Et il y avait des dossiers en cours qui, du coup, n'ont pas été poursuivis forcément comme ça aurait été le cas s'il était là durant ce mercato. Et je pense, à mon humble avis, que ça a quand même pas mal impacté la suite du marché des transferts stéphanois. Donc voilà, ça c'était pour les départs officiels, si vous avez des réactions.
Moi, Clem, je tombe des nues. C'est la dernière fois que je vais faire ce running gag. Après, de toute façon, on va arrêter. Tu nous dis qu'on perd parce qu'un recruteur est parti, alors qu'on a un fichier data de je ne sais pas combien milliers de joueurs vantés par notre directeur sportif. C'est quand même fou, quand même. Les gars, sur le sens des départs, Nkunku bien vendu, j'ai envie de dire, au niveau du tarif. Ouais. Crasso, grosse perte pour zéro. Sinon, Ah, c'est ça, en fait. Voilà, le vrai problème pour moi, c'est Crasso, parce que So, tu le vends très bien. Faut pas oublier qu'il faisait pas partie du 11 indiscutable de Batless. Nkunku, tu le vends très bien. Enfin, tu l'achètes 2 millions d'euros quand même. Un mec qui fait 6 mois en Ligue 2, certes, 6 bons mois, Ouais. tu vends 10 millions, c'est énorme. Et de toute façon, tu le sais pertinemment qu'il ne restera pas. Enfin, faut arrêter de se mettre le doigt dans l'œil. Et Crasso, c'était pareil. À partir du moment où il était sans contrat, le vrai problème dans le dossier Crasso, c'est pas qu'il soit parti, c'est pas qu'il soit allé, c'est que les dirigeants n'aient pas senti qu'il fallait le prolonger avant. Alors, ça, c'est leur rôle à eux, et de démarrer une saison avec un joueur qui est en fin de contrat 12 mois plus tard, bah, alors qu'il avait fait une bonne saison en prêt, bah, tu t'exposes à ça, quoi. Et le mec explose complètement, et tu te retrouves le bec dans l'eau. Pour moi, le vrai problème, ouais, c'est le dossier Crasso. Et de toute façon, on savait dès le mois de janvier que c'était foutu, que de toute façon, l'herbe est plus verte ailleurs, qu'ils trouveraient des contrats plus juteux. Voilà. Et c'est ce qui, aujourd'hui, pour moi, nous flingue le début de saison. C'est-à-dire le départ de Crasso, bah, on l'a pas remplacé, et pour l'instant, on le paye. Pierre, Et ce qui est intéressant de Vas-y. souligner, je pense, c'est que Crasso, l'offre finalement qui est faite in fine, elle est quand même très intéressante. 50 000 euros brut mensuel, 80 si monté en Ligue 1, 1 million à la signature. C'est une offre quand même très importante pour un club de Ligue 2, même si on peut se dire aussi qu'on avait donné 80 000 à Charbonnier quelques mois plus tôt. Mais le problème, c'est que tu aurais fait cette offre-là un peu avant, bah, ça se trouve aujourd'hui, Crasso, il serait stéphanois, ou du moins tu l'aurais vendu pour une jolie somme. Donc c'est plutôt le manque, encore une fois, d'anticipation qui pose un peu question sur ce dossier-là. Même si je sais bien que avant le début de saison, personne n'imaginait peut-être que Crasso ferait 17 buts, 12 passes décisives. Bon, sauf moi, parce que j'ai toujours été un immense fan de Crasso. Mais voilà, en gros, c'est un peu ça moi, que je reproche. C'est le manque d'anticipation. Tu fais cette offre en fin de saison, tu aurais fait la même offre un peu avant. Ça se trouve, Crasso aurait prolongé. Ce qui est aberrant, c'est que t'as le meilleur buteur, meilleur passeur de Ligue 2 quasiment, et tu le laisses partir gratuitement. Et puis, on en parlera plus tard, mais tu as aussi l'anticipation sur son remplaçant. Ouais. Certes, il a beaucoup fait traîner, c'était peut-être pas classe de sa part, mais tu avais le temps d'anticiper pour le remplaçant. Et au final, le remplaçant, c'est censé être Sissoko, mais Sissoko, c'est pas du tout le même profil. Et tu n'aurais pas eu l'opportunité Sissoko avec Sochaux qui le libérait. Ça se trouve, tu aurais fait un numéro 9 que début août. Ça, on saura jamais. Mais le manque d'anticipation pour le remplaçant de Crasso, c'est tout aussi inquiétant que le manque d'anticipation sur la prolongation de Crasso. On sait pas, Clem, qu'est-ce qu'il a accepté, l'Étoile Rouge, comme contrat, Crasso, ça n'a pas fuité, ça Ça n'a pas fuité, non, mais à mon avis, quand même plus important. Oui, je me doute que c'est plus que ce qu'on a proposé. Que ce qu'on lui proposait. Mais c'est pas forcément un choix au niveau salarial, je pense, parce qu'il avait aussi des intérêts dans des championnats du top 5, entre guillemets. C'est plutôt, à mon sens, une question de pouvoir jouer la Ligue des Champions. D'ailleurs, il est tombé dans le groupe de Manchester City. Mais ouais, et il joue City dans 2 semaines, Crasso. Alors que nous, on s'est fait chier, c'est ce que j'ai dit, alors que nous, on s'est fait chier contre Valenciennes. Ah ouais, non mais quand tu te places de son point de vue à lui, il n'y a pas photo. Enfin, il n'y a absolument pas photo entre Saint-Etienne et l'Étoile Rouge. Nous, on le regarde le temps de jeu aussi. Le temps de jeu pour la CAN 2024. Là-bas, il a une place de titulaire, ce qui n'aurait été pas forcément le cas s'il avait signé en Ligue 1 ou en Bundesliga, par exemple. On va laisser Pierrot aussi rebondir, parce que depuis tout à l'heure, on l'a pas entendu. Sur les départs, toujours sur Crasso et les départs. Moi, je trouve qu'au niveau le dégraissage a plutôt été bien effectué. Il faut aussi le signaler. Oui. Quand il y a quelque chose qui est bien fait. Je pense que pour la situation, pour le cas de Crasso, vous avez tout dit. Et pour Nkunku, c'est la même chose. Il voulait partir, donc au bout d'un moment... Excusez-moi. Au bout d'un moment, il fallait le laisser partir. C'est dommage que ça ait traîné tout le long.
Je suis d'accord. Clem, tu vas pouvoir enchaîner, je pense, sûrement les arrivées. C'est ça. Et après, Non, on fera un global sur le chat. on va d'abord faire un petit point juste sur les départs qui ne se sont pas faits. Donc, Ah oui. comme l'a dit Pierrot, il y a eu beaucoup de dégraissage qui a été fait quand même, hein. Le nombre de départs est assez impressionnant. Et il y a même plusieurs joueurs qui ont été très bien vendus, So et Nkunku notamment. Mais il y a aussi des départs qui ne se sont pas faits. Par exemple, dans les dernières heures du mercato, il y a Monconduit qui a été poussé vers la sortie. Angers et Amiens étaient sur le dossier, mais ça ne s'est pas fait. Maintenant, avec l'arrivée de Tardieu, en gros, on va voir un Monconduit s'asseoir sur le banc alors qu'il a un salaire supérieur à 30 000 euros brut mensuel. Donc c'est un peu problématique quand même comme situation. Surtout quand tu sais que tu as 6 milieux pour 2 postes désormais, parce qu'on joue plutôt avec un double pivot en début de saison. Il y a aussi Mouefek qui n'est pas satisfait de l'offre de prolongation qui lui a été proposée. Elle est légèrement inférieure à 20 000 euros brut mensuels. Il l'a déclinée notamment parce qu'il y a plusieurs milieux de terrain qui touchent le double de ce qu'on lui a proposé en gros. Et il y avait aussi 2 clubs de Ligue 2 sur lui dans la fin du mercato. Il a espéré partir, mais ça ne s'est pas fait non plus. Bouchoirie qui a été très, très suivi tout l'été. Et comme on a sorti l'info hier, il me semble, hier, il y a l'Étoile Rouge de Belgrade qui est passé à l'attaque dans les derniers jours du mercato et qui était toujours sur le dossier après la fin du mercato parce que le mercato ferme plus tard en Serbie. Mais il n'ira pas parce qu'il ne veut pas jouer dans le championnat serbe. Et également, la SSE, ce serait très compliqué de se séparer d'un Bouchoirie après la clôture du mercato sans pouvoir le remplacer, évidemment. Sinon, il y a une AD qui a eu 2 offres à l'étranger en Europe, mais la SSE a souhaité avoir une indemnité pour lui et les clubs en face n'étaient pas disposés à cela. Et également So qui n'a pas été remplacé, donc si tu faisais partir Nadé, il fallait prendre un remplaçant en def central. Et autre point qui pose un peu question, c'est le cas des gardiens. Tu as 4 gardiens pour une place, donc Green et Dreyer qui sont toujours là. Et les 2 gardiens que je viens de citer, Green et Dreyer, il faut savoir qu'à eux deux, ils touchent plus de 50 000 euros brut mensuels, ce qui est absolument énorme pour des remplaçants en Ligue 2, c'est colossal. Voilà. Pierre, je vais te laisser la main vu que c'était qui avait la main tout à l'heure. Qu'est-ce que ça t'évoque tout ça? Je crois que tout a été dit, hein. Effectivement, il y a un problème de gestion des gardiens. Ça aurait été bien de prêter le grand Fall, mais le problème c'est il revient d'une longue blessure. Et voilà, je crois que c'est entre Green et Dreyer, je crois que c'est surtout Green qui a un très gros salaire. Il avait été prolongé quand il avait fait ses 8 bons matchs là, donc avec un bon salaire à la clé. Donc effectivement, ça aurait été bien de pouvoir dégraisser en vendant un gardien. Mais ça n'a pas été le cas et je rejoins également le constat de Clément sur le milieu de terrain où voilà, il y aura un surnombre avec un Monconduit qui sera en plus peut-être un peu vexé de plus avoir sa place de titulaire. Et voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, sinon, à part ces quelques cas, je trouve que le dégraissage a quand même été plutôt bien fait. Et heureusement que Bouchouari ne part pas parce que je crois que là, ça aurait été la guerre ouverte entre les fans des Verts et la direction. On va parler un peu le chat, on va laisser un peu la main au chat vite fait pour le sens des départs. Mais est-ce que vous vous rappelez quand même, il y a donc 1 ou 2 ans de ça presque maintenant, quand on parlait ici sur OSNC de potentielles offres pour Green entre 5 et 10 millions d'euros. Voilà, j'espère que vous vous en souvenez, retrouvez Et ça. je précise juste, parce que je vois dans le chat que ça met que Green et derrière, du coup, gagnent 25 000 euros chacun. Je précise, eux deux, gagnent plus de 50 000 euros brut mensuels, mais ils gagnent pas 25 000 chacun. Green gagne plus que derrière. Et c'est pas 25 000, 25 000. Mais c'est juste qu'à eux deux, ils touchent plus de 50. Oui, c'est du 35-20 ou 30-25, enfin, quelque chose comme ça. Hugo, le chat a été très actif pendant l'énumération des départs. Est-ce que tu veux nous en dire quelques-uns? Ouais, bah globalement le chat pas du tout satisfait du mercato, hein. Jeff parle d'un mercato rabais où l'intérêt économique a pris le pas sur l'intérêt sportif, avec notamment l'arrivée tardive de Bentaïg. Piazza parle d'un mercato très très moyen dans les deux sens. Céline dit qu'autant
pour les mercatos des années précédentes, on pouvait trouver des excuses avec le manque de moyens, une équipe complète à reconstruire, mais là, c'est au mieux de l'incompétence ou au pire de l'irresponsabilité. Il y a Leïla qui dit que ce qui flingue l'équipe, c'est l'absence de projet sportif. Ju ironise et dit qu'on est aussi bon en anticipation qu'en data. Après, on a beaucoup aussi qui parlent, pas sur les départs, mais sur le recrutement aussi, avec le manque de recrutement sur le secteur offensif, que Eki pourrait avoir un rôle plus important et qui ne comprennent pas sa non-utilisation par Batles. Ouais. Clem, tu vas peut-être nous rassurer sur le sens des arrivées. Peut-être qu'on a fait des bons coups. C'est ça, donc comme on l'a vu, on a fait partir beaucoup de joueurs, dont certains d'ailleurs très bien vendus, mais on a aussi dû se renforcer, du moins tenter de se renforcer. Tout d'abord, on a eu l'arrivée de Sissoko qui a été libéré par Sochaux, donc c'est une pure opportunité. Il n'aurait pas été libéré, je ne pense pas qu'on se serait positionné dessus comme ça. Faut savoir que l'agent aussi est bien connu de notre président exécutif Jean-François Soucas. Ensuite, on a eu Batou Binzika qui nous vient de Famalicão au Portugal, donc ça c'est un transfert. Mermoud Bentaïg qui avait une clause à 600 000 euros environ avec son club du Raja Casablanca. La SSE a levé la clause. Et il faut savoir aussi, on l'avait déjà dit, mais que le joueur a refusé l'Arabie Saoudite pour Saint-Etienne. L'Arabie Saoudite qui lui proposait un salaire de 70 000 euros mensuels. Donc il touche beaucoup moins à Saint-Etienne évidemment, mais le joueur a vraiment pour objectif de venir en Europe, de s'imposer en Europe, car il a à court terme ou moyen terme l'ambition d'aller chercher la sélection marocaine A. Voilà. Et dernière recrue, celle que tout le monde connaît et qui selon moi est un très bon coup plutôt, c'est Florian Tardieu qui a été libéré par Troyes et qui a signé à Saint-Etienne l'avant-dernier jour du mercato. Est-ce que tu as des... Donc voilà, 4 recrues. Et on peut y ajouter quand même les mouvements en tout début de mercato, à savoir la prolongation de Charbonnier, même si c'est pas vraiment un renfort, c'est juste une prolongation avec un salaire. C'est important de préciser, je pense, parce que j'avais vu beaucoup de gens qui disaient que afficher ce niveau-là à 100 000 par mois, c'était honteux. Charbonnier, il n'est plus du tout à 100 000 par mois. On est très loin de ces standards-là. Et il y a une partie de son salaire qui est liée à la performance. Donc on est vraiment sur un salaire à l'échelle de la SSE qui même est plutôt bas. Donc voilà, c'est important de le préciser. Et également Cafaro, l'option d'achat qui a été levée, Nkunku, l'option d'achat qui a été levée mais qui est parti par la suite. Donc voilà, ça c'est pas vraiment des renforts, mais c'est quand même des joueurs qui ont signé en début de mercato. Est-ce que tu veux enchaîner avec ce qui ne s'est pas fait, je suppose? Oui, bon, alors là on va voir pas mal de choses. On va parler de beaucoup de dossiers. Tout d'abord, Mendy de Caen, Alexandre Mendy. C'était une piste en début de mercato, c'était la priorité. Il y a une offre qui a été faite aux joueurs, mais Caen ne voulait pas le lâcher et a fini par réussir à le prolonger. Il y a eu Moussa Doumbia de Sochaux également, qui a été libéré au final et qui a signé en Arabie Saoudite. Il a préféré l'Arabie Saoudite à Saint-Etienne, malgré une offre au niveau salarial de Saint-Etienne très très convenable. On a eu Gaëtan Vesbeck qui a longtemps été en contact avec Saint-Etienne, qui a finalement signé à Bordeaux en prêt avec option d'achat obligatoire, il me semble. Le joueur voulait venir à Saint-Etienne, mais c'est Saint-Etienne qui a décidé de ne pas accélérer et de ne pas finaliser ce dossier. Mais il a été en contact avec Saint-Etienne pendant plusieurs semaines. Léotet de Amiens, on en a beaucoup parlé tout l'été. Mais il faut savoir que Léotet, et je l'ai expliqué en space chez la mise au vert cette semaine, il y a eu 2 phases dans le dossier Léotet. La première, fin mai, quand on hésite entre lever l'option d'achat de Cafaro ou faire Léotet. Et on a finalement choisi de lever l'option d'achat de Cafaro. Et la phase de fin juillet, début août, où on se remet sur le dossier Léotet, mais où malheureusement, entre-temps, Amiens a vendu pour 15 millions d'euros, n'a plus du tout besoin d'argent et veut absolument garder et même prolonger son joueur. Donc, encore une fois, manque d'anticipation, mauvaise gestion sur ce dossier-là, car tu avais une opportunité bien plus grande de le faire fin mai que en plein milieu de mercato, une fois qu'Amiens avait vendu pour 15 millions. Autre dossier, Livolan, pareil, ça a beaucoup animé le mercato de la SSE. Bordeaux avait proposé plus en transfert, donc il a fini par aller là-bas. Ibrahim Cissé de Caen, c'était en tout début de mercato également. C'était un dossier tout en haut de la pile pour le poste de dev central. Mais finalement, la SSE n'a pas vraiment accéléré sur le dossier et quelques semaines plus tard a finalisé
Dylan Batulinzika, qui est maintenant sous le maillot vert. Autre dossier, Ferrat. Comme chaque mercato, on a tenté Ferrat. À 2 semaines de la fin, il y a eu des contacts. Malheureusement, ils se sont vite rendus compte que c'était pas possible. Puis le joueur a été libéré à quelques jours de la fin du mercato, mais Saint-Etienne a décidé de ne pas finaliser ce dossier-là, vraiment en décidant qu'il n'y avait pas besoin de ce joueur-là dans l'effectif. Amine Boutra, c'est un joueur aussi dont on a pas mal parlé au début du mercato. C'était une vraie piste, il était vraiment suivi, mais ça a été très rapidement abandonné. Et puis je finirai sur 3 dossiers qui sont sortis, dont notamment un qui m'a beaucoup interpellé. Donc Amilcar Silva, Mathias Autrette et Jonas Martin. Ces 3 joueurs qui n'ont jamais été vraiment envisagés du côté de Saint-Etienne. Et la piste Amilcar Silva était quand même assez marrante parce que du coup, c'est un nom qui a circulé tout l'été. Tout l'été, il y a des supporters qui ont été persuadés qu'il allait signer, alors qu'en fait, il n'y a jamais eu avec Amilcar Silva, si ce n'est que son agent l'a proposé à Saint-Etienne. Ce à quoi le club a répondu non. Et en fait, il y a eu un peu une sorte de manipulation de l'entourage du joueur qui a fait fuiter sur les réseaux des infos pour créer une certaine hype autour du joueur et faire que les supporters le réclament, ce qui a plutôt marché du coup. Mais en fait, en réalité, il n'y a jamais eu de réel contact, de réelle avancée entre Amilcar Silva et Saint-Etienne. Voilà. Il y a Joe42 dans le chat qui demande Kevin Vandenkerkhoff. Pourquoi ça s'est pas fait? Kevin Vandenkerkhoff, en effet, j'ai oublié. Kevin Vandenkerkhoff, il y a eu des contacts avec son entourage. Il y a même eu une offre à son entourage selon Foot Mercato. Ça, c'est pas notre info, je précise, c'est une info Foot Mercato. Mais en fait, tout simplement, Saint-Etienne n'a jamais accéléré les discussions avec Bastia, n'a jamais fait d'offre à Bastia. Donc, ça n'a jamais été proche de se faire. En fait, c'était une piste, une vraie piste, mais ça ne s'est jamais vraiment accéléré. D'un côté, parce que tu n'avais pas vendu Nkunku, donc tu n'avais pas les ressources financières tant que tu n'avais pas fait cette vente-là. De l'autre, parce que tu avais pas mal de joueurs de côté tant que Nkunku n'était pas parti. Mais en tout cas, ça n'a jamais été une piste qui a vraiment été très, 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 très concrète, parce qu'on n'a pas vraiment accéléré les discussions avec Bastia. Voilà, tout simplement. Aux grandes dames de beaucoup de supporters. Messieurs, J'imagine. Martin, je vois que ton micro bouge. Est-ce que tu veux intervenir sur ces arrivées, ces non-arrivées? Moi, sur les arrivées, si je suis tout à fait honnête, si je les prends une par une, je trouve que c'est plutôt pas mal. On a renforcé des secteurs qui demandaient à être renforcés, défense centrale, évidemment le poste d'attaquant, mais pour moi il manque, et ça c'est je dis depuis maintenant pas mal de temps, il manque des défenseurs centraux dissuasifs, des défenseurs centraux qui protègent la défense. Je trouve qu'on a trop de... J'ai dit défenseurs centraux? Non, milieux centraux. Ouais. Milieu défensif, pardon. Milieu défensif. Des milieux défensifs qui protègent la défense. On a trop de milieux joueurs, on a trop de milieux qui aiment le ballon et pas assez qui aiment le récupérer. Et moi, je trouve que c'est la vraie carence de cet effectif-là, et c'est ce qui explique pourquoi l'ASS concède autant d'occasions depuis le début de saison, mais depuis plus d'1 an. Et voilà. Mais sinon, sur les recrues, franchement, j'ai pas grand-chose à dire. C'est des mecs, Diarra, Sissoko. Enfin, normalement, en Ligue 2, ces mecs-là, Tardieu, normalement, ils dominent les débats en Ligue 2. Et encore une fois, c'est trop tôt pour les condamner, même si Sissoko s'il a joué un peu plus de matchs et que pour l'instant, c'est pas tout à fait ça, je le condamnerai pas. À Niort, à Sochaux, il a fait le taf. Je vois pas pourquoi il le ferait pas à Saint-Etienne. Et sur les recrues, j'ai pas grand-chose à dire. Moi, je trouve que c'est un effectif encore trop dense. C'est-à-dire que, je sais pas, il y a 23 ou 24 joueurs sous contrat. C'est trop pour la Ligue 2, à mon sens. Tu joues pas la Coupe d'Europe, hein, donc voilà. Trop de gros contrats qui ne joueront pas, et ça peut être assez nauséabond aussi pour l'ambiance du vestiaire. Mais sinon, sur les arrivées, voilà. Je trouve qu'on a recruté plutôt des mecs qui normalement apportent un plus. Ouais. Pierre? Tu citais Stéphane Diarra, Martin, juste, j'ai totalement oublié de le mentionner, erreur de ma part, mais oui, il y a aussi une autre arrivée avec Stéphane Diarra en prêt sans option d'achat de Lorient, donc ça fait 5 et pas 4, comme j'ai pu le dire. Ouais. Pierre, t'es d'accord, c'est un mercato sur le sens des arrivées qui aurait pu être bon si on s'était pas autant appauvri sur les joueurs clés?
Moi, j'ai pas tout à fait la même analyse. Je trouve qu'on a bien, enfin, on a remplacé les partants, donc quantitativement, le travail a été fait. Mais qualitativement, j'ai quand même quelques doutes. Est-ce que Batu Binsika est supérieur à So? Je sais pas. Est-ce que Diarra est supérieur à Bamba? J'en suis pas certain non plus. Sissoko, on en a déjà parlé, il a pas tout à fait le même profil que Crasso. Crasso, il savait marquer et faire des passes. Sissoko, il sait marquer, mais voilà, c'est pas le même profil. Au fond, Et Crasso, tu le remplaces avec Sissoko et Tardieu. Au fond. ouais, après Tardieu, c'est un 6, hein, c'est un peu un 6 à l'ancienne qui distribue des ballons, mais ça s'entend, ça s'entend. Et Bentaïg, alors j'ai rien contre lui, hein, je le connais pas, comme tout le monde ici, je pense, mais je trouve que c'est risqué d'aller prendre un mec qui n'a jamais joué en Europe pour remplacer ton deuxième meilleur joueur. Donc pour moi, j'ai vraiment. Alors Tardieu, excellente nouvelle, mais voilà, pour moi, j'ai vraiment des. Je suis pas convaincu, j'attends de voir. Et j'aurais bien aimé, ça aussi on en a parlé, mais un piston en plus, comme Martin le disait, notre seul piston c'est Bentaïg, il se blesse, on fait comment? Donc ça j'aurais bien aimé, son pendant de l'autre côté. Et j'aurais aimé un mec qui a un profil un peu technique, un peu Ferrat, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, mais un peu ce type de joueur qui sache qui soit techniquement au-dessus, qui sache faire des passes vers l'avant, qui sache un peu dribbler. Pour moi, il nous manque ce mec qui ferait éventuellement le lien entre le milieu et l'attaque. Alors, comme tu l'as dit, Martin, peut-être que Tardieu pourra faire ce rôle, mais je pense que Tardieu, Batles va l'utiliser en 6 pur. Donc voilà, j'aurais préféré une espèce de 10, Ok. si on peut appeler ça ainsi. Hugo, le chat très vite fait avant qu'on passe au magnifique jeu de la semaine. Ouais, bah rapidement, y a Zaka qui dit que c'est un peu trop tôt pour se prononcer peut-être, mais mis à part Patardeux qui ça a gonflé les nombres du milieu, ils auraient peut-être dû se recentrer sur le rôle de piston droit et sur un défenseur central supplémentaire. Il y a Leila qui dit que les recrues sont pas tout à fait complémentaires sur le terrain. El Cato dit qu'il manque de joueurs qui jouent vers l'avant. Jeff est plutôt déçu du mercato, surtout si on se compare aux autres équipes de Ligue 2. Ok, Clem, tu n'avais plus rien pour nous? Non, non, c'est fini. Je vous remercie pour les quelques émissions passées ensemble cet été. C'était bien C'est nous. sympa. Et puis on se retrouve en janvier avec des nouvelles infos mercato, Ouais. j'espère. Faites des bisous à Clem dans le chat, c'est grâce à lui que vous avez eu toutes ces infos pendant tout le mois d'août dans le SNC et aussi beaucoup sur les réseaux. Donc voilà, merci Clem, merci beaucoup. Salut à tous. Salut. Messieurs, on va y arriver, c'est le moment que les petits et les grands nous adorent, le moment où voilà, vous faites parler votre science, votre amour de l'AS Saint-Etienne, votre connaissance surtout. C'est le moment du jeu. Alors je rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi depuis le début de la saison avec le Saint-Etienne Club, nous mettons en place un petit jeu entre nos chroniqueurs sous forme de quiz divers et variés. Et à la fin de la saison, le chroniqueur qui aura gagné le plus de points, 4 points à gagner par semaine, aura la chance de gagner tous les revenus publicitaires et tous les revenus de vos abonnements sur Twitch et de donc en faire donation à l'association qui l'aura choisi. Très brièvement, Martin, je vois que ton association n'est pas marquée sur l'affiche. Est-ce que tu peux nous dire si tu en as trouvé une et si oui? Ouais, moi je joue pour Un pas vers l'autisme. C'est une association stéphanoise voilà, qui a été créée par des parents, des professionnels et des amis d'enfants atteints de troubles du spectre de l'autisme. Voilà. Très bien, on rajoutera ça au graphique pour la prochaine fois. Ce sera l'occasion pour toi, Martin, d'ouvrir ton compteur. Et Pierre, lui, a déjà scoré 3 points. C'est lui le grand gagnant de la dernière émission auquel il a participé. Pierre, rappelle-nous pour qui tu joues? Moi, c'est la Ligue contre le cancer que tout le monde connaît, je pense. Voilà, je pense que voilà, ça c'est 2 très belles causes, messieurs. Martin, tu as fort à faire puisque Pierre a écrasé son adversaire la dernière fois. Vous pouvez jouer dans le chat, vous pouvez briller en société, mais vous n'avez pas de points à gagner. On va commencer tout de suite par un qui est-ce. C'est très simple. Dès que vous avez la réponse, vous dites votre prénom, je vous donne la parole et vous dites la réponse que vous avez en tête.
C'est parti, c'est le qui est. C'est un joueur formé à Sochaux avant de passer par Lyon et Monaco. Je rejoins Saint-Étienne en 2008. Oui, Pierre. Montesoro? Sylvain Monsoro, international espoir français, évoluant au poste de défenseur central. Solide gaillard d'1m86 pour 80 kg. Je disputerai 64 matchs avec les Verts avant de partir en 2012 pour 3. J'ai le même prénom que notre chroniqueur chéri de Green Prospect. C'est Sylvain Monsoro. Bravo, Pierre, qui marque le premier point. Pierre, il est chaud patate. Hein. Ah oui, il est chaud, punaise. Mais là, je vais rééquilibrer les choses. Là, ça va être un peu de chance, à moins que vraiment il soit très brillant. On va jouer un au plus proche. Je vais vous demander, messieurs, vous savez que Jérémy Janot, l'idole d'une génération, a le record d'invincibilité en Ligue 1 à domicile en nombre de minutes. En combien de minutes est-il resté invaincu à domicile en Ligue 1? Pierre, quel est ton pronostic? Je dirais 1500. 1500. Martin? Je dirais... Je crois que c'est pas loin, 1500, 1600, 1550. Ouh là 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 là. Et là Martin, ça fait du bien, c'est 1534 minutes. 1500. Bien joué. C'est donc Martin qui le prend pour quoi. quelques petits points, pour 9 petits points, c'est Martin qui le prend. Bravo Martin, un partout, le match est serré comme pas possible. Alors là, celle-ci c'est un peu mon idée, c'est une enchère. Alors au principe des enchères, je vais vous poser une question et vous allez me dire combien vous pouvez en citer. Celle-là, elle est très très difficile. Je trouve qu'elle est très difficile et à la fois très piégeuse. Je vais vous demander, depuis 1973, combien de sponsors principaux maillots vous pouvez citer? Depuis quand? Depuis 73. Je dis 73 tout simplement parce que le site ASSE Stat, qu'on remercie, avec Kun qui nous sponsorise pour nos quiz, indirectement, remonte jusqu'à 73. Chaud. Je te laisse la main, Martin, vu que tu as gagné le dernier point. Combien tu peux en citer? C'est des enchères. Ok, quand même. Hein. Je dirais quand même 15 peut-être. Sponsors principaux. Hein. Le gros. Le sponsor maillot, celui qui apparaît sur le maillot. Le gros qui est devant. Ah, mais même plus, je pense. Je pense que je peux en citer. Attends, je réfléchis. Peut-être 18, 19. Ah ouais, tu laisses aucune marge à Pierre. Pierre, tu penses que tu Non, peux... mais je sais pas, moi je me dis, je les vois à peu près tous, quoi. Ok, dis-moi un chiffre et on verra si Pierre peut faire plus. Vas-y, je vais te dire 16, allez. 16. Pierre, tu fais plus ou pas? 18. 18. 3, 6... Je regarde s'il y en a 18 quand même, parce que sinon on n'est pas dans la merde. Martin, tu fais plus ou pas? Ou tu laisses à 18 Il y en à a Pierre? plus ou pas? Parce que je peux peut-être tous les sortir. Il y en a plus? Je vais vous le dire, il y en a 19. Ah, c'est chaud! Je suis joueur. Tu tentes le 19 ou tu laisses Pierre J'ai bluffé parce que je sais même pas si j'en avais 10. Bon, Martin, t'es chaud? Non. Ouais, mais attends, faut que je les trouve tous. Non, je peux pas tous les trouver. Il va m'en manquer 2 ou 3, mais non, vas-y, Tu le tentes, Il y tes en a joueurs? 19. Ah non, je tente pas 19, c'est... Non, 19, c'est... Je pense que j'en ai 15, moi. Pas plus. Bon, bah Pierre, la main te reste du coup. Bonne chance. Ah bah non. Non, t'as dit 19. Oh, tu veux que je tente? Vas-y, tente-le, Martin, tente-le. Je tente. Le beau jeu. Donc Manu France, Oui. pour démarrer. Après, je vais pas les faire dans l'ordre. Par contre, je me souviens de Sakma, une année pourrie là. Winamax, Oui. Aesio. Oui. Là, on a Smart. C'est quoi Smart Good Things. Ouais, voilà. C'est ça. Konica, on a eu. Ouais, Konica. Donc, Ping Pong. Dreamcast, évidemment. Sega. Bien sûr. Alors, les plus connus, moi, c'est mon époque. Donc, Géant, Sega, Dreamcast. Ok, moi, c'est mon époque aussi. C'est celui-là que j'avais. Voilà. Il t'en manque un qui est pas loin derrière, qui était ma génération aussi.
Ouais, il y avait le casino aussi avec Exactement. les petits lacets là. Alors attends, là ça se complique par contre. Ah, c'est pas facile. Bah si, il y avait KB Jardin, Ouais, bien sûr. et Crochet. Ouais. Par contre, entre KB Jardin et Manu France, il y en avait un là. L'époque Platoche. Putain, merde, l'époque Platoche. Ah, c'est peut-être là, c'est peut-être là. Attends, parce que attends, il m'en manque d'autres. On descend avec Dreamcast. Et la saison pourrie là, c'était. T'avais intérim, je sais pas quoi. Ouais, celui-là il va être dur à trouver, hein. Alliance intérim, Ouais, non? c'est ça. Bien vu. EOV, j'ai dit EOV, ouais. EOV Mutuel. Ouais. Il va m'en manquer. Il t'en manque 1, 2, 3, 4, 5. RMC. Oui. On n'avait pas un truc. Putain, c'est chaud quand même, hein. C'est un abandon. Non, c'est pas un abandon. Non, Non, parce qu'après, faut qu'on rende l'antenne à un moment. Si, il y avait. Ah oui, Platini, c'est Super Télé. Ouais, Super Télé, ouais. Ça va m'en manquer par contre. Bah, si, The Bet. The Bet, ouais. T'en manques On fait 3. combien, là T'en manques 3. Ça veut dire que je suis à 16. Putain, c'est pas mal. C'est déjà bien. Ouais. Franchement, je suis pas sûr que Pierre avait les 16, hein. Non, moi j'en avais même pas 10, honnêtement. Tu vois, t'aurais dû le laisser à 18. Ouais, mais je crois que je vais. Eh bien, je vais te les Game One. Game Ah, si, One. Game One, après Dreamcast, on avait Game One. Game One, il t'en manque plus que 2. Ouais, mais je vais pas les Je vais trouver, te les je vais pas donner. Après Casino, en 99-2001, on a eu Géant. Et, Ah ouais, et- c'est et- dur ça. et Ah ouais, mais ça- juste avant Winamax, pendant une saison, on a eu Fruité. Fruité, exact. Voilà. Donc le point va à Pierre par sursaut d'orgueil de Martin. Et enfin, Mais bien joué quand même, hein. bien joué Martin, ouais. c'était quand même impressionnant. Et le dernier, c'est, on va faire très très vite, c'est un stop à l'erreur. Je vais vous énumérer une carrière de joueur et je vais rajouter des petites coquilles dedans. Dès que vous décelez une erreur, vous dites votre prénom et vous me dites où est-ce que je me suis trompé. Bien sûr, je veux la correction, si possible. Sinon, c'est trop facile. Et je vais vous citer une autre idole de l'AS Saint-Etienne, Johnny Rep. Après avoir commencé le football dans sa ville natale de Amsterdam, il rejoint l'Ajax. Johnny Rep intègre le groupe pro en 71 à l'âge de 17 ans. Il évolue aux côtés de joueurs renommés comme Johan Cruyff. Il s'engage avec le Séville FC en 75 après avoir tout gagné avec son club formateur. Ces 2 saisons en Espagne ne sont pas particulièrement marquantes, malgré de belles statistiques, 44 buts en 78 matchs. Après 2 saisons en Espagne... Erreur Oui. Dis-moi. sur le nombre de buts. Peut-être. Faut que je te dise un nombre. Peut-être. Non, mais attends, si tu connais le nombre de buts de Johnny Rep à Non. Valence, là, c'est. Non. Tu J'ai à 32. je laisse couler du coup, parce que toi, il faut me corriger l'erreur, hein. Après, Non, bah après, j'ai l'as- perdu. Hein. J'aurais dit 32. Mais je continue, le chrono continue. Après 2 saisons en Espagne, alors qu'il est convoité par le Real Madrid, la Z Alkmaar et le FC Cologne, il rejoint Bastia en 77. Et le meilleur joueur étranger du championnat, il quitte le Sporting à l'intersaison 79 pour rejoindre Saint-Etienne en même temps que Michel Platini. Il y retrouve son ancien coéquipier bastiais, Laurent Paganelli. En 81, la SSE est sacrée championne devant l'Olympique Lyonnais, mais s'incline en finale de Coupe de France face à l'ancienne équipe. C'est pas devant Lyon. Bah, je sais pas, c'est devant qui. Alors attends, tu me dis quelle année? 81? Ouais. Ah, c'est sûr que c'est pas devant Lyon, c'est pas possible. Lyon, ils étaient pas. Je sais même pas si c'était en Ligue 1 à l'époque, Lyon. Devant Nantes, non? Bravo, c'est ça. C'est exactement ça. Je finis vite fait. Bravo, c'est le point pour toi. Ça fera 2 partout à la fin de l'émission. Je finis l'affaire de la Caisse Noire ainsi que le déclin sportif de la Saint-Etienne. Pouge Johnny Rep a quitté le club au terme de la saison 85-86. C'était 82-83. Non sans regret. Toujours aimé par les supporters. Le groupe Louise Attaque, c'est bien sûr Mickey 3D, lui dédiera une chanson en 2004 racontant son célèbre coup du chapeau contre Al Nasser. C'est bien évidemment With the Lords en 79. Chanson qui est coécrite par le célèbre parolier plus connu sous le nom de Keun, qui présente aussi le SNC.
qu'on embrasse. Messieurs, on a largement débordé. Bravo à vous, ça avez fait 2 partout. Bravo Martin d'avoir tenu la dragée haute à Pierre, le magnifique supporter des Verts. On vous embrasse, merci d'avoir été là jusqu'au bout dans le chat. On est en retard, on va se faire fâcher par les chefs. Mais bon, c'est pour l'amour du jeu, pour l'amour des Verts. Profitez bien de cette trêve. On se retrouve la semaine prochaine pour une hors-série. Restez à l'affût sur les réseaux. Et à bientôt. Allez les Verts, ciao. Ciao. Salut, ciao. Ciao.